L'un des aspects les plus troublants du témoignage de Robert Hersoff est la manière dont le discours de haine semble être banalisé dans la sphère politique sud-africaine. Il cite notamment Julius Malema, figure politique influente, qui a publiquement scandé des slogans comme « Kill the Boer »,« Tue le fermier blanc » et « Slit the throat of whiteness », trancher la gorge de la blancheur. Ce ne sont pas des propos marginaux tenus par des extrémistes isolés, mais bien des déclarations publiques émanant de leaders ayant une forte assise populaire. Ce qui est inquiétant, selon Hersoff, c'est la façon dont ces discours sont excusés, minimisés ou considérés comme des chants de libération par des figures politiques de premier plan, y compris le président Cyril Ramaphosa lui-même. Pour Hersoff, justifier un tel langage en l'enrobant d'un contexte historique ou militant est une erreur grave. Il compare cette situation à l'Allemagne nazie des années 30, suggérant que ces chants de haine pourraient être les prémices d'un glissement vers la violence systémique. Cette analogie, bien que choquante, vise à alerter sur le fait que le discours public peut avoir un pouvoir immense dans la légitimation de comportements violents. Les rassemblements politiques où des milliers de personnes chantent ces slogans, souvent vêtus de bérets rouges, associés à des mouvements radicaux, créent un climat de peur et d'hostilité envers les minorités, en particulier les fermiers blancs. En tolérant ou en banalisant de tels propos, le gouvernement compromet les principes mêmes de la démocratie sud-africaine. Le message envoyé est que la haine raciale peut être une forme d'expression politique acceptable tant qu'elle sert certains intérêts idéologiques. Cette dérive est d'autant plus préoccupante dans un pays qui a souffert de décennies de division raciale et qui s'est efforcé de bâtir une société fondée sur la réconciliation et l'unité après l'apartheid. En ne condamnant pas fermement ces discours, l'État affaiblit les garde-fous moraux et juridiques qui protègent les citoyens de l'incitation à la violence. Pour Hersoff, ce climat verbalement agressif n'est pas seulement dangereux sur le plan symbolique. Il constitue le terreau d'un ressentiment social profond qui peut rapidement dégénérer en violence physique. Ainsi, il lance un appel à la communauté internationale, aux médias et à la société civile sud-africaine pour dénoncer cette normalisation de la haine avant qu'il ne soit trop tard. Cette prise de conscience est essentielle pour préserver la paix sociale et éviter que l'histoire ne se répète sous une nouvelle forme. Dans son analyse de la situation actuelle en Afrique du Sud, Robert Hersoff avance un terme particulièrement fort et controversé, le génocide économique. Ce concept, souvent mal compris ou réduit à sa signification la plus extrême, extermination de masse, est ici élargi pour désigner un processus graduel de destruction systématique d'un groupe à travers des moyens économiques, sociaux et politiques. Hersoff s'appuie sur une définition plus nuancée du génocide, qui inclut 10 étapes progressives, telles que la classification, la discrimination, la déshumanisation, l'organisation, la polarisation, la préparation, la persécution, l'extermination et enfin le déni. Selon lui, au moins 7 de ces étapes sont déjà en cours en Afrique du Sud, bien que l'on n'ait pas encore atteint le point culminant de l'horreur. Le cœur de son argument repose sur le constat d'un effondrement structurel de l'économie sud-africaine, orchestré ou du moins toléré par un gouvernement qu'il qualifie d'incompétent et corrompu. Hersoff accuse directement l'ANC, African National Congress, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, d'avoir mis en place un système où les décisions économiques sont motivées non pas par le bien commun, mais par le désir de maintenir un contrôle politique absolu. Cette vision cynique du pouvoir engendre des politiques qui appauvrissent progressivement des segments entiers de la population, en particulier les fermiers blancs, tout en maintenant la majorité dépendante de l'État à travers des aides sociales. Il souligne que ce processus est exacerbé par la marginalisation systématique des voix dissidentes, la manipulation des médias et l'adoption de lois comme celle sur l'expropriation sans compensation qui sapent les droits fondamentaux à la propriété. Loin d'être une mesure de justice sociale, cette politique est, selon Hersoff, un instrument d'intimidation destiné à affaiblir une classe productive déjà vulnérable. Le message est clair, si vous n'êtes pas en conformité idéologique avec le régime, vos biens et votre sécurité ne sont plus garantis. Ce glissement vers un autoritarisme masqué s'accompagne d'une détérioration rapide des infrastructures, d'un taux de chômage record et d'une érosion de la confiance des investisseurs. En d'autres termes, c'est tout l'écosystème économique du pays qui est menacé. Hersoff met en garde contre la tentation de minimiser cette crise en rappelant que l'histoire est remplie d'exemples où des signaux similaires ont été ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il appelle la communauté internationale à reconnaître ces signes avant-coureurs et à exercer une pression morale et diplomatique sur le gouvernement sud-africain pour qu'il change de cap. Ce diagnostic, aussi alarmant soit-il, vise à provoquer un sursaut.
Il nous invite à réfléchir aux formes subtiles que peut prendre l'oppression dans une démocratie formelle et à la nécessité de vigilance constante pour protéger les principes de justice, d'égalité et de dignité humaine. Robert Hersoff soulève un point capital et souvent négligé dans le traitement médiatique de la situation sud-africaine. L'indignation sélective et le double standard moral des médias internationaux, en particulier ceux situés à gauche de l'échiquier politique. Il expose une réalité dérangeante. Si les rôles étaient inversés, si un parti politique blanc en Afrique du Sud scandait des slogans comme « Tuer l'homme noir », la couverture médiatique serait immédiate, massive et universellement condamnatoire. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux du monde entier s'en empareraient pour dénoncer une résurgence du racisme, du colonialisme ou de l'extrême droite. Mais dans le cas présent, où les appels à la haine ciblent des Sud-Africains blancs, le silence médiatique est assourdissant, voire complice. Hersoff insiste sur l'hypocrisie d'une certaine presse occidentale qui se targue de défendre les droits humains, mais qui, lorsqu'il s'agit de dénoncer des violences dirigées contre une minorité blanche dans un pays africain, préfère détourner le regard ou rationaliser les faits. Cette asymétrie dans le traitement de l'information n'est pas simplement une erreur de jugement. Elle façonne les perceptions, les priorités politiques et les réponses internationales, en refusant de qualifier les meurtres de fermiers blancs ou les discours de haine anti-blancs de ce qu'ils sont réellement. Une partie des médias participe à la minimisation d'une crise profondément enracinée. Pour Hersoff, ce silence est d'autant plus grave qu'il alimente un sentiment d'impunité au sein des groupes radicaux en Afrique du Sud. Si le monde ne condamne pas fermement ces actes et ces discours, alors ceux qui les profèrent peuvent se sentir légitimés, voire encouragés à poursuivre sur cette voie. Pire encore, cela isole les victimes et les empêche de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Ce phénomène crée un déséquilibre narratif où certaines vies semblent valoir plus que d'autres, selon l'origine ethnique, le contexte historique ou les affiliations politiques des personnes concernées. Il est important de souligner que la critique d'Hersoff ne vise pas à hiérarchiser les souffrances ni à nier les injustices historiques vécues par la majorité noire sud-africaine. Au contraire, il plaide pour une cohérence morale universelle. Toute incitation à la haine, toute injustice, toute violence fondée sur la race doit être condamnée avec la même force, quel qu'en soit l'auteur ou la victime. Cette cohérence est la condition sine qua non d'une société juste. Et elle commence par un journalisme éthique, équilibré et courageux. Pour une vidéo, ce point pourrait être enrichi par des exemples concrets de comparaisons médiatiques, des extraits d'articles ou des témoignages de victimes ignorés par les grands médias. L'objectif serait de réveiller les consciences sur un biais idéologique profondément enraciné dans le traitement de l'information à l'échelle mondiale. L'un des développements politiques les plus controversés en Afrique du Sud ces dernières années est l'adoption d'une loi autorisant l'expropriation des terres sans compensation. Pour Robert Hersoff, cette mesure législative est non seulement une attaque directe contre les droits fondamentaux des citoyens, mais elle constitue aussi une véritable arme chargée, prête à exploser à tout moment. Il utilise une métaphore forte pour illustrer le danger. C'est comme laisser un pistolet chargé dans une chambre remplie d'enfants. Tôt ou tard, quelqu'un appuiera sur la détente. Bien que le gouvernement affirme que cette loi ne sera utilisée que dans l'intérêt public, cette formule vague ouvre la porte à toutes les dérives. Hersoff met en garde contre l'ambiguïté de cette législation qui, sous couvert de justice sociale et de rééquilibrage économique, menace en réalité la sécurité juridique, l'investissement étranger et la stabilité économique du pays. Il redoute que cette loi ne devienne un outil politique utilisé pour cibler spécifiquement les fermiers blancs, accusés de manière implicite d'avoir bénéficié du système de l'apartheid. Si les intentions affichées sont l'équité, les conséquences pourraient être catastrophiques. Perte de confiance dans l'état de droit, fuite massive de capitaux, effondrement de l'agriculture commerciale et famine à grande échelle. Ce point renvoie aussi à une mémoire douloureuse dans la région, celle du Zimbabwe, où des politiques similaires de redistribution forcée des terres ont conduit à la ruine de l'économie et à une crise alimentaire majeure. Hersoff craint que l'Afrique du Sud ne suive ce même chemin avec les mêmes conséquences désastreuses pour l'ensemble de la population, et pas seulement pour les propriétaires terriens ciblés. Il insiste sur le fait que cette loi crée un climat de peur et d'insécurité pour les producteurs agricoles, dont le rôle est pourtant vital dans l'approvisionnement du pays et dans l'économie globale. De plus, la législation évoque l'équité comme critère d'application, un terme qui peut être interprété de manière arbitraire selon les intérêts du pouvoir en place.
Pour Herzog, cette subjectivité rend la loi d'autant plus dangereuse, car elle ne repose pas sur des critères clairs et objectifs, mais sur des motivations politiques fluctuantes. Cela renforce l'impression que l'Afrique du Sud glisse lentement vers une forme de socialisme autoritaire, où la propriété privée devient conditionnelle à l'idéologie dominante. Dans votre vidéo, ce point peut être développé en montrant les impacts concrets d'une telle loi sur l'économie, le marché foncier, les relations interethniques et la production alimentaire. Vous pourriez inclure des comparaisons historiques et des témoignages de fermiers ou d'analystes économiques. L'enjeu ici est d'alerter sur les risques que représente cette législation pour l'avenir même du pays. Dans son analyse percutante, Robert Herzog ne ménage pas le parti au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC, African National Congress, qu'il accuse d'avoir trahi ses idéaux fondateurs. Ce qui fut autrefois un mouvement de libération, porteur d'espoir et de justice pour des millions de Sud-Africains opprimés sous l'apartheid, est devenu, selon lui, une oligarchie corrompue et prédatrice. Herzog emploie des termes forts pour qualifier l'ANC, un groupe de kleptocrates racistes, socialistes, antisémites et anti-américains. Pour lui, ce n'est plus un parti politique au service du peuple, mais une machine de pouvoir centrée sur l'enrichissement personnel de ses dirigeants au détriment de la nation tout entière. Herzog trace un tableau sombre des conséquences de 30 ans de gouvernance par l'ANC. Il évoque la désindustrialisation progressive du pays, la destruction des infrastructures économiques et l'effondrement des entreprises publiques. Des piliers nationaux comme Eskom, électricité, Transnet, transport ou SAA, aviation, sont aujourd'hui dysfonctionnels, rongés par une mauvaise gestion chronique, la corruption et le népotisme. Cette dégradation systémique a un coût humain immense. Selon les chiffres cités, l'Afrique du Sud affiche aujourd'hui le taux de chômage le plus élevé du monde, avec 41% de la population active sans emploi. Et 60% chez les jeunes. Ce n'est pas là, selon Herzog, le fruit du hasard ou d'une malchance économique mondiale. Il s'agit d'un échec stratégique bien nourri par une culture de l'impunité et un mépris total pour les principes de gouvernance saine. La politique de l'ANC est, selon lui, motivée par le maintien au pouvoir et non par le développement du pays. Pour garantir sa domination électorale, le parti a favorisé la dépendance des masses à l'aide sociale avec plus de 28 millions de Sud-Africains sur 60 millions vivants de subventions gouvernementales. Ce modèle n'est pas viable, mais il est politiquement utile, car il permet de maintenir une partie de la population dans un état de vulnérabilité et de loyauté forcée. Herzog pointe également l'absence de vision à long terme, la marginalisation des talents dans la fonction publique et le climat d'intimidation idéologique qui décourage les critiques ou les réformes. Il affirme que l'ANC a transformé une démocratie jeune et prometteuse en un État en décomposition, gangrené par les intérêts privés de quelques-uns. Cette dégénérescence politique est d'autant plus tragique qu'elle se déroule dans un pays aux ressources abondantes, à la population talentueuse et au potentiel énorme. Dans une vidéo, ce thème peut être approfondi en exposant des cas concrets de corruption, en retraçant l'évolution historique de l'ANC et en montrant comment un rêve de liberté peut se transformer en cauchemar autoritaire lorsqu'un pouvoir n'est plus tenu pour responsable. Il s'agit d'un avertissement universel sur les dérives possibles des mouvements révolutionnaires une fois qu'ils s'installent durablement au pouvoir sans contre-pouvoir réel. Dans la dernière partie de son intervention, Robert Herzog livre l'un de ses constats les plus implacables. Selon lui, l'Afrique du Sud est dirigée par un système parasitaire, une élite politique qui s'accroche au pouvoir en exploitant les ressources du pays tout en abandonnant la majorité de la population à la misère. Il décrit ce système comme un grift, un terme anglo-saxon qui désigne une escroquerie déguisée où tout est orchestré, non pour gouverner, mais pour se maintenir au sommet, quelles que soient les conséquences humaines. Pour Herzog, cette caste politique est indifférente à la souffrance de ses concitoyens. Tant que leurs villas sont sécurisées, leurs enfants éduqués à l'étranger et leurs comptes bancaires bien garnis, le reste du pays peut s'écrouler sans que cela ne les émeuve. Il met en lumière un contraste choquant entre l'opulence des dirigeants et la misère croissante de la population. Tandis que Cyril Ramaphosa et les autres membres de l'élite gouvernementale vivent dans l'abondance, des millions de Sud-Africains manquent de nourriture, d'accès aux soins et d'opportunités économiques. Cette déconnexion flagrante entre les gouvernants et les gouvernés est un marqueur classique d'un régime en déclin où l'intérêt général est sacrifié au profit d'un petit cercle d'initiés. Le peuple, quant à lui, est réduit à un rôle passif, maintenu dans la survie grâce à des aides sociales qui servent davantage à acheter des votes qu'à résoudre les problèmes structurels du pays. Herzog illustre cette dérive avec des chiffres glaçants.
28 millions de Sud-Africains vivent aujourd'hui grâce à des allocations de l'État sur une population de 60 millions. Ce n'est plus un filet de sécurité temporaire, mais un modèle économique de dépendance qui crée une société sans perspective ni dynamisme. Pire encore, cette situation n'est pas considérée comme un échec par le pouvoir en place, mais comme un outil de contrôle politique. Il s'agit de maintenir le peuple dans le besoin pour mieux le manipuler. Ce système repose donc sur une forme de cruauté institutionnalisée. Au lieu de promouvoir la responsabilité, l'autonomie et la croissance, il valorise la soumission et la résignation. Dans ce contexte, les fermiers blancs deviennent une cible facile. Accusés d'être des privilégiés, ils sont ostracisés, menacés, parfois même tués, comme si leur élimination pouvait servir d'exutoire à l'incapacité du gouvernement à résoudre les vrais problèmes. Pourtant, comme le souligne Hersoff, ces agriculteurs constituent une part essentielle de la stabilité alimentaire et économique du pays. Leur persécution affaiblit encore davantage une nation déjà au bord du gouffre. À travers les propos sans concession de Robert Hersoff, se dessine le portrait d'une Afrique du Sud en crise profonde, minée par un discours politique toxique, une économie sabotée de l'intérieur, une classe dirigeante corrompue et une indifférence médiatique internationale. Chaque point évoqué met en lumière non seulement la souffrance actuelle du pays, mais aussi les dangers imminents si rien n'est fait. Ce n'est pas un simple récit de déclin, c'est un appel urgent à la prise de conscience. Car ce qui se joue en Afrique du Sud dépasse ses frontières. C'est le sort d'une démocratie trahie, le souvenir d'une lutte pour la liberté transformée en instrument de domination et l'épreuve d'un peuple pris en otage par ceux qui prétendaient le libérer.